le dispositif national de gestion des urgences. Et pour dresser le bilan de cet exercice grandeur nature tenu en mai dernier dans le Dankpen, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau et tout de suite le lieutenant-colonel Baka Yoma. Il est le directeur général de l'ANPC, Agence nationale de la protection civile. Bonsoir DG. Bonsoir. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. En mai dernier, vous étiez dans le Dankpen, justement pour cet exercice grandeur nature que vous avez nommé Tilbiki. Tilbiki, qui en langue concomba veut dire prévenir les catastrophes. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tout ce que vous avez déployé comme dispositif, justement, pour cet exercice grandeur nature, est-ce que les résultats ont été à la hauteur des attentes? Merci beaucoup pour nous donner l'occasion de présenter l'exercice de simulation Tilbiki qui a eu lieu dans la région de l'Akara, et précisément dans les préfectures de Dankpen et de Kéran du 2 au 9 mai passé. Et cet exercice nous a permis de rassembler tous les acteurs intervenant dans le système de prévention, de préparation, de gestion et de relèvement en situation d'urgence. Une manière pour vous de vous préparer, en tout cas de permettre à l'appareil mis en place d'être fonctionnel en cas d'urgence. C'était cela? Oui, l'objectif principal, c'est de mettre en œuvre tout le dispositif, le mécanisme de gestion des situations d'urgence au niveau de toute la plateforme nationale, locale, régionale et communautaire. Et ce dispositif, ce mécanisme répond aussi aux documents de planification qu'on met chaque année en place pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Le Togo est son troisième exercice. On va revenir sur ça de fond en comble tout au long de cette émission. Mais pour l'heure, notre second invité, juste à côté du DG de l'ANPC, c'est bien Dr Tossa Kokou. Il est le coordinateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Dr Tossa, bonsoir. Bonsoir, M. Pierre. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. Actuellement, nous avons eu dire qu'il y a une épidémie de méningite que vous avez, en tout cas, encadrée jusqu'à l'étape actuelle. Quelle est la situation? Merci beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, nous avons réussi à contrôler l'épidémie de méningite dans l'Oti Sud. Nous avons eu la chance, le Togo est parmi les pays pilotes qui a pu mettre en place ce que nous appelons les équipes SURGE et les équipes médicales d'urgence. Et vous savez aussi que la région septentrionale fait face aussi à un problème d'insécurité. Donc, dans ce contexte, notre intervention a été marquée par 2 descentes fortes sur le terrain de notre équipe SURGE avec des moyens conséquents. Comme je le disais, le Togo fait partie des 5 pays d'Afrique qui ont abordé la phase pilote de ce projet-là. Et donc, nous avons des moyens logistiques réservés à ce projet. Et donc, qui est descendu, comme je l'ai dit à 2 reprises sur le terrain, d'abord pour faire l'investigation, c'est-à-dire savoir de quelle nature est la maladie qui a attaqué nos populations. Et ensuite, l'équipe est retournée sur le terrain pour appuyer les équipes locales à mieux gérer l'épidémie de méningite. Et Dieu merci, nous en sommes venus à bout. Et nous avons même fait la revue après action, évaluer nos actions pour voir comment mieux faire à l'avenir. Actuellement, on va dire que la situation est contrôlée. Elle est contrôlée, il n'y a plus de cas. Alors, notre troisième invité sur ce plateau, c'est bien Dr Kodom, qui n'est plus à présenter. Dr Kodom Michel est le président fondateur de l'ONG M-Afrique. Docteur, bonsoir. Bonsoir Pierre. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci. Qu'est-ce qui fait l'actualité de l'ONG M-Afrique actuellement? Merci Pierre. Je voudrais, à l'entame de cette émission, remercier vraiment le ministre de la Sécurité et qui a bien voulu nous associer à cet exercice de simulation. C'est vrai qu'on a eu à signer un partenariat avec l'ANPC
pour être proche encore plus de cette structure qui s'occupe justement des populations à la base en termes de gestion des réponses des catastrophes. Et nous verrons tout à l'heure comment l'ONGM Afrique était aux côtés de l'NPC justement dans cet exercice de simulation. Mais au-delà de ça, il y a l'actualité de M-Afrique, exactement. Voilà. Et donc actuellement, nous avons une équipe sur le terrain. La semaine dernière, nous étions dans la région de la Kara, précisément dans la préfecture de la Kosa, où nous avons fait venir les populations, les acteurs de la médecine traditionnelle, les praticiens de la médecine traditionnelle des préfectures de Saint-Cancé, Kéran, et Oti et de la Kosa. Et donc, après cette phase, nous sommes actuellement à Palimé, où les populations, les praticiens de la médecine traditionnelle, les pépiniéristes et les agents de santé communautaire des préfectures de Sotobois, Blita et Amou, Cloto sont justement à Palimé pour discuter sur le projet que nous avons mis en place depuis l'année dernière, qui consiste à revaloriser la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Parce que lors de nos descentes sur le terrain, dans les villages, on se rend compte pratiquement que les médecins traditionnels sont ceux-là qui font un boulot extraordinaire en donnant des soins, les soins, je ne vais pas dire de qualité, mais des soins quand même efficients aux populations. Et malheureusement, ces praticiens de la médecine traditionnelle ne sont pas vraiment intégrés dans le système de santé. Et lorsqu'on voit tout le mécanisme que le gouvernement a mis en place en termes de tests, lorsque vous prenez le Code de la santé publique du Togo, il y a tout un mécanisme qui définit l'exercice de la pratique de la médecine traditionnelle. Et donc le combat de l'ONGM Afrique aujourd'hui, c'est qu'on reconnaisse davantage ces praticiens et les valoriser. Les valoriser voilà. Et non, leur donner l'information, de ne pas être trop à l'écart du système parce que le gouvernement les reconnaît. Il faut qu'ils sachent et saisir cette main tendue pour mieux s'identifier et collaborer avec nous, praticiens de la médecine conventionnelle. Et votre ONG œuvre justement à cet effet. Alors, notre dernier invité, le quatrième sur ce plateau, c'est bien M. Joël Aziadapou. Il est le chef département information, diffusion de la Croix-Rouge Togo. Joël Aziadapou, bonsoir. Bonsoir, Pierre. C'est un honneur pour nous de vous voir sur ce plateau. C'est un immense honneur pour nous. Alors, on sait la Croix-Rouge, dont vous êtes responsable de l'information et communication. Ces derniers temps, vous avez fait également une sortie, surtout dans les lacs, justement, dans le cadre des inondations. De quoi était-il vraiment question? Effectivement, notre dernière sortie, c'était dans les lacs, où nous avons déboursé une enveloppe de 250 millions à partir des fonds d'urgence que nous avons et pour venir au secours de 1000 ménages. Voilà. Donc, je dois d'abord dire que la Croix-Rouge togolaise, nous sommes un mouvement humanitaire et notre principale mission, c'est de prévenir et d'alléger la souffrance des populations, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables, de participer à la gestion des catastrophes en toute impartialité, sans discrimination aucune, tout en faisant valoir notre rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics sur le domaine humanitaire. Auxiliaire des pouvoirs publics, ça signifie tout simplement que nous accompagnons l'État, nous accompagnons les pouvoirs publics sur le chantier humanitaire. Alors, nous sommes présents dans les 5 régions du pays. Nous avons un réseau de 65 000 volontaires répartis sur toute l'étendue du territoire national. Nous intervenons dans beaucoup de domaines, la santé communautaire, la santé infantile, la santé maternelle, la lutte contre le VIH, SIDA. Vous étiez présent aux côtés de l'NPC dans le cadre oui, nous sommes un partenaire. Grandeur nature. Tout à fait, voilà. Nous sommes un acteur privilégié de l'ANPC avec qui nous collaborons. Et je dois une fois encore féliciter les autorités de l'ANPC pour le travail de qualité qui se fait sur le terrain. Et nous sommes très fiers d'être aux côtés de l'ANPC pour, n'est-ce pas, soulager la souffrance des populations. Merci beaucoup, M. Joël Aziadapou, pour
ces informations. Nous allons justement attendre un tout petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet avec l'élément préparé à cet effet. Mais en attendant, le DG, je reviens à vous par rapport à cet exercice grandeur nature que vous avez eu à conduire au courant du mois de mai passé. Quel était le mobile principal de cet exercice? Le mobile principal de cet exercice, c'est de renforcer les capacités de tous les acteurs intervenant dans le système de prévention, de préparation, de gestion et de relèvement en situation d'urgence. Et tester les outils de planification que nous avons mis en place. Il y a le plan national de contingence, le plan Orsec, le système de couverture nationale des risques, et tous ces documents de planification devraient être testés et surtout mettre en synergie tous les acteurs qui interviennent dans le système de gestion des catastrophes. Et on a vu toute une palette de populations, des acteurs sur le site. Qu'est-ce qui, justement, justifie ce grand nombre pour cet exercice? On a près de 500 000 personnes, on a chiffré sur le terrain. Pourquoi ce grand chiffre? Cet exercice, le troisième du genre que l'Agence nationale de la protection civile a organisé, a mobilisé, tel que vous l'avez dit, plus de 500 participants. Et nous avions identifié 3 aléas récurrents dans cette région, à savoir les inondations, les conflits intercommunautaires et les épidémies. Et c'est autour de ces 3 aléas que nous avons pu mobiliser avec l'aide des partenaires techniques et financiers, avec le Dakota du Nord des États-Unis, que nous avions pu, et surtout l'appui du gouvernement et des partenaires ici présents, M-Afrique surtout, qui nous a aidés sur le plan sanitaire en collaboration avec le ministère de la Santé. En collaboration avec le ministère de la Santé, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un acteur de la santé avec nous, Dr Tossa. Quel a été le rôle justement de votre département dans cet exercice? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je suis le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique. Et le Centre des opérations d'urgence de santé publique, c'est en quelque sorte le bras droit du ministère pour la coordination de la gestion des urgences, à savoir la préparation, la réponse, le relèvement et les activités qui s'y réfèrent. Et pour faire face à une urgence de santé publique, il faut des acteurs sur le terrain. Mais si vous avez 500 acteurs sur le terrain, s'il n'y a pas une coordination efficace, les gens vont aller dans tous les sens. Il faut que les gens convergent vers les objectifs communs. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, après l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, il a été décidé qu'on mette en place ce qu'on appelle les centres des opérations d'urgence. En fait, c'est des centres de coordination qui sont au service de l'autorité et qui réunissent les personnes ressources en la matière pour coordonner les actions opérationnelles sur le terrain. Et c'est ainsi que devant, comme l'a dit le colonel DG de la NPC, devant une épidémie ou bien devant une urgence, une catastrophe, eh bien, nous avons des agents au niveau communautaire. Nous avons des agents au niveau des préfectures. Nous avons des agents au niveau des régions. Et tous ces agents sont régis par des plans qui sont élaborés à tous les niveaux, surtout des procédures. Parce qu'en matière d'urgence, ce n'est pas quand vous êtes devant une maladie qui évolue et qui tue des personnes que vous allez vous mettre à discuter comment on va faire. Tout cela se prépare d'avance. Et là, on a évoqué trois aléas, notamment inondations, épidémies, conflits. Est-ce que vous intervenez au niveau de ces 3 aléas ou bien... Évidemment. Aujourd'hui, nous sommes dans une approche multirisque. Le système de santé intervient en cas d'urgence de santé publique. Et les urgences de santé publique,
c'est que quelle que soit la cause, ça aboutit à des menaces à l'être humain, de par leur santé, de par leur sécurité, de par leur vie même, parce qu'on risque d'avoir des blessés, on risque d'avoir des décès, on risque d'avoir des handicapés. Donc, nous intervenons dans tout cela. Nous sommes dans une approche multirisque. Tous les dangers finissent quand même par mettre à mal l'homme. Et donc, nous intervenons sur l'homme et nous sommes à l'œuvre sur tous ces problèmes-là. Et donc, le COUSP est allé coordonner, comme si c'était la réalité, toutes ces personnes-là au niveau communautaire, au niveau régional, au niveau district et au niveau national. Et on était plus de 50 sur le terrain. Et je dois dire que vraiment, à cette troisième expérience, je voudrais profiter pour dire vraiment mes félicitations à notre grand frère, le DG de la MPC. Et il a commencé, c'est un grand rassembleur, il a commencé par nous soumettre à bien de formations. Et aujourd'hui, de tous les secteurs, nous sommes quand même une série, un groupe de personnes ressources qui quand même intervenons pour vraiment augmenter la capacité, renforcer les capacités de ces services qui interviennent dans la gestion des urgences de santé publique. Oui, et pour rester dans le cadre justement de cet exercice, quels ont été les défis auxquels vous étiez confrontés sur le terrain? Merci beaucoup. Les défis auxquels on était confrontés sur le terrain, c'est d'abord de renforcer les capacités de nos services au niveau communautaire et au niveau district. Parce qu'il est facile d'avoir de grands plans au niveau national avec des experts. Mais sur le terrain, vous prenez un infirmier ou bien vous prenez un médecin de district, il soigne les populations au quotidien. Il intervient dans près de 40 programmes. Ces programmes qui reçoivent des financements et qui ont obligation de résultats. Ils sont très pris. Ils ne peuvent pas se consacrer aux plans et aux procédures comme au niveau national, nous le faisons. Alors, c'est d'aller constater leurs difficultés, à pouvoir élaborer ces plans, à pouvoir élaborer ces procédures, parce qu'une urgence, ça se gère d'abord localement. C'est localement ça commence, avant de s'étendre. Donc, allez voir s'ils sont arrivés quand même à élaborer quelques tests et à les mettre en application. Et nous sommes allés constater, nous avons déjà fait un plan d'amélioration qui va nous permettre vraiment de renforcer leurs capacités à l'avenir. Oui, nous allons revenir sur justement l'évaluation des performances de ces acteurs-là sur le terrain. Mais en attendant, la Croix-Rouge nous dira comment elle s'est intéressée à cet exercice et quel rôle elle a joué justement en mai dernier dans le Dankpen. Enfin, nous avons joué pleinement notre rôle aux côtés des autres acteurs. Et sous l'égide, le micro, oui, le micro. Et sous l'égide de l'ANPC, toutes mes excuses. Donc, comme le colonel l'a dit, l'exercice de simulation des Dankpen a mis en scène 3 aléas. Au même moment, les populations étaient confrontées d'abord à l'inondation, ensuite à des conflits interethniques avec les blessés qu'il faut secourir, et également des problèmes d'épidémie. Voilà. Donc, sur ces 3 aléas, nous avons eu une réponse. Nous avons évolué dans 3 clusters qui sont en quelque sorte des équipes. Le premier cluster dans lequel la Croix-Rouge a intervenu est le cluster inondation. Et nous nous sommes appuyés sur notre système d'alerte précoce. Il faut savoir que la Croix-Rouge togolaise a mis en place sur toute l'étendue du territoire national un système d'alerte précoce qui permet la remontée d'informations, qui nous permet donc de prévenir et de gérer les dangers naturels. Alors, nous avons installé un peu partout sur le territoire national des pluviomètres et des balises qui nous renseignent sur le niveau. Par exemple, dans le cas de Dankpen, comme il s'agissait des inondations, donc ces balises nous renseignaient sur les différents niveaux. Donc, si le niveau il est au vert, on sait que le danger n'est pas imminent. S'il est jaune, on alerte les populations pour qu'ils prennent des mesures idoines. Et quand le niveau est au rouge, ça veut dire que le danger il est déjà là. Alors, nous avons évolué dans ce cluster qui consiste à partager les informations
sur le danger, s'il est là, et comment les populations doivent s'organiser, est-ce qu'il doit y avoir évacuation, quand. Et ensuite, nous avons évolué sur le deuxième cluster qui est le WASH. Et ce WASH concerne tout ce qui est hygiène, eau, assainissement. Vous savez, quand il y a inondation, l'eau est polluée. Donc, nous avons participé à la gestion de distribution de l'eau potable. Nous avons distribué du chlore, dans les familles. Et également, à ce niveau, nous avons participé comment l'appelle-t-on? Nous avons participé également à la distribution de l'eau potable dans les ménages. Et sur le troisième cluster qui est le secours et l'assistance aux blessés. Donc, nous avons pris en charge les premiers secours et ensuite l'évacuation des blessés vers les centres appropriés. Voilà c'est sur les 3 clusters que nous avons évolué. Voilà. Et si je reprends votre système d'alerte précoce, ça vous a permis de prévenir justement qu'il y a une situation comme ça, d'annoncer une situation de ce genre qui allait se produire et donc aux populations de se préparer à l'événement. C'est de ça qu'il était question? Tout à fait. DG, comment est-ce que la population a été sensibilisée sur le phénomène par rapport au système d'alerte précoce? En revenant un peu sur le système d'alerte précoce, c'est un système au niveau de l'Agence nationale de la protection civile qui regroupe ce qu'on appelle les fournisseurs d'informations, c'est-à-dire la météo, l'hydro, la Croix-Rouge, le ministère en charge des statistiques, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture. Et tous ces secteurs, toutes ces structures se réunissent au niveau de l'agence pour fournir des informations sur et prédire ce qui peut-être dans une semaine, dans un mois, ce qui doit arriver. Et à la suite de ces réunions-là, on élabore des bulletins d'information. Et c'est suite à ces bulletins d'information et suite au traitement et à l'analyse des informations des sectoriels que nous arrivons à donner l'information. Et quand, tel qu'il a dit, la situation est au rouge, là, nous proposons un communiqué au ministre de la Sécurité, qui est le président national de la plateforme de réduction des risques de catastrophe, un communiqué à l'endroit de la population. Et c'est tout cela qui a été joué tout au long au début de l'exercice. Cela a été joué. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que bien avant de rentrer dans le vif de l'exercice, durant les 8 jours, il y avait M-Afrique sur le terrain qui faisait déjà des opérations foraines. Docteur Kodom, comment est-ce que vous avez intervenu sur le terrain? Alors, sur le terrain, de façon pratique, lorsque vous avez entendu le directeur annoncer, c'est qu'il y a des mécanismes pour alerter. Et nous avons intervenu un peu plus en amont pour veiller à la bonne santé des populations. Parce qu'on s'est rendu compte justement que dans les zones rurales, il y a certaines pathologies qui existent aussi. Et lorsqu'il est question de faire des simulations comme ça, on nous associe justement pour tester aussi notre capacité à pouvoir prendre en charge des personnes, des patients en un temps record. Et en 6 jours, en une semaine, nous avons pu toucher plus de 1000 patients en consultation directe, en chirurgie générale, en ophtalmologie et en stomatologie. Et plus de 300 personnes ont été prises en charge sur le plan chirurgical, notamment 201 personnes en chirurgie générale qui ont été opérées avec succès. Donc, c'est aussi mettre en place des mécanismes qui pourront donc répondre en cas de besoin, intervenir dans les populations à la base pour pouvoir donner des soins de qualité, des soins chirurgicaux de qualité pour être aussi efficient, parce que justement lorsqu'il y a catastrophe, les catastrophes ça diffère, ça peut être un tremblement de terre. Donc comment tester aussi la réponse des médecins, des chirurgiens à pouvoir intervenir sur des populations localement lorsqu'il y a catastrophe. C'est à cet exercice qu'on s'est prêté et nous nous félicitons du résultat, parce que ça montre à suffisance qu'il y a quand même de l'expertise locale, parce que c'est sur des médecins locaux qu'on s'est appuyé pour déployer l'équipe sur le terrain. Et quel était justement le résultat à l'issue de
de cet exercice Alors, je au niveau disais, de l'EM-Afrique? au niveau de M-Afrique, le résultat, c'est que plus de 1000 patients ont été consultés. Et les médicaments ont été administrés sur des pathologies diverses en médecine générale, en pédiatrie, donner l'opportunité aussi aux femmes de consulter, de voir des spécialistes, des gynécos, des sages-femmes et aussi en ophtalmologie. Et maintenant, les cas chirurgicaux sont recensés et nous déployons justement un mécanisme pour pouvoir prendre en charge ces patients qui ont des pathologies chirurgicales. Et c'est près de 201 personnes qui ont été opérées avec succès et dans la prise en charge des hernies, des hydrocèles, des lipomes, des nodules qui ont été enlevés pour donner justement un soulagement à ces populations. À côté, il y a eu des soins en stomatologie. C'est-à-dire, c'est de donner la chance à ces patients aussi qui ont des dents flottantes dans la bouche de subir des extractions, de bénéficier de détartrage aussi pour avoir une belle denture. Et donc, tous ces soins ont été administrés de façon coordonnée avec des médecins spécialistes qui sont membres donc, de notre organisation, qui travaillent bien entendu quelquefois dans le privé ou dans le public, pour pouvoir montrer que dans une situation d'urgence, on peut mobiliser des médecins qui s'y prêtent à l'exercice, qui sont prêts à accepter volontairement aller sur le terrain pour apporter un soulagement significatif aux populations qui sont donc victimes donc, de ces catastrophes. C'était aussi une occasion de transfert, de transfert de compétences, on peut dire. Exactement. C'est C'est ça, l'exercice, c'était que vraiment les membres de M-Afrique qui sont habitués à cet exercice puissent vraiment travailler avec des équipes locales pour pouvoir, comme vous l'avez bien su dire, transférer justement les compétences, apprendre comment aussi on peut gérer des situations d'urgence, consulter, faire le bilan, aller au bloc, faire une consultation anesthésique efficace et puis opérer, suivre les patients jusqu'à la cicatrisation. Maintenant, est-ce qu'il y a un suivi après cette opération ponctuelle? Est-ce qu'il y a un suivi pour ceux-là que vous avez eu à opérer sur le terrain? C'est ce que je disais, c'était mon dernier point. Il y a le suivi, c'est-à-dire les comment soins. ça se fait? Alors, nous déployons souvent une équipe satellite et souvent, dans notre stratégie, nous avons des blocs mobiles, c'est vrai, mais dans la pratique aussi, nous appuyons sur des équipes locales. Donc, nous avons mené cette intervention dans une formation sanitaire dirigée par les sœurs religieuses qui étaient impliquées dans l'organisation. Donc, nous venons avec l'expert, on leur dit, voilà, on va utiliser votre centre qui semble être modeste, mais qui peut contenir cette mission. Et donc, ces sœurs sont informées, le personnel local est associé, et donc tous les patients qui sont donc opérés, nous avons une équipe satellite qui reste encore une semaine, quelquefois 10 jours, pour s'assurer que les pansements de ces plaies, de ces patients opérés, bien entendu, donc les plaies chirurgicales qui sont propres, que ces pansements sont régulièrement faits et que la cicatrisation aussi est bien assurée. Donc, nous distribuons des carnets de suivi. Les médicaments sont donnés, que ce soit des antibiotiques, des anti-inflammatoires, les antalgiques, pour nous assurer que même si ces patients retrouvent dans leur localité, c'est dans les villages, les plaies ne seront pas surinfectées. Et avec les carnets, il y a le suivi post-opératoire à J3, à J7, à J14, c'est-à-dire le 3e jour, le 7e jour, le 14e jour, s'assurer que les plaies sont bien cicatrisées avant que nous nous replions. Et toutes ces données sont consignées pour que justement, jusqu'à 3 ans, d'ailleurs, nous avons les dossiers qui sont chez les sœurs, jusqu'à 3 ans, au cas où les patients reviennent, on peut suivre vraiment l'évolution de la prise en charge en renseignant et nous pourrons donc prendre ces dossiers et pouvoir archiver au niveau de notre organisation. D'accord. DG, il fallait à tout prix associer M-Afrique à cette émission. Oui, il fallait associer M-Afrique. Ce n'est pas la première fois. Nous l'avons déjà associé en 2019 à l'exercice Chiloé-Aloué qui a eu lieu dans la préfecture de Thônes. Et les résultats étaient vraiment très probants. Et cette année, je crois que c'était dans la préfecture de Moyen-Mono. Moyen-Mono. À Thônes. Voilà. Et donc, cette année, quand nous étions dans la planification de l'exercice, on s'est approché de M-Afrique qui a accepté notre demande. Et je vous assure que le travail qui a été fait sur le terrain en matière d'épidémie était vraiment très louable. Alors, le travail qui était fait en matière
d'épidémie reste louable. Et là, on comprend que le dispositif dans l'ensemble a été testé, mais est-ce qu'on va dire que vous êtes suffisamment aguerri pour faire face aujourd'hui à une situation d'urgence? Face à une situation d'urgence, nous pouvons dire que le dispositif national aujourd'hui est très bien huilé. Mais la catastrophe aussi ne prévient pas. Et on ne peut pas tout à l'heure dire s'il y a catastrophe, il n'y aurait pas de manquements. Mais nous ne souhaitons pas qu'il y ait des manquements. Mais ce que nous avons fait, la coordination, la synergie, comment tous les acteurs étaient vraiment intéressés à cet exercice, nous pensons que si demain il y avait quelque chose au niveau national, on devrait répondre efficacement. Docteur Tossa. Oui. Est-ce que nous sommes prêts à répondre à une épidémie réelle? Je viens de vous le dire. Nous avons géré une épidémie de méningite dans la préfecture de l'Oti-Sud. En fait, c'est un cycle. Parfois, vous êtes en train de gérer un exercice de simulation et un vrai événement du genre de santé publique arrive. Vous êtes obligé de laisser l'exercice de simulation et d'aller travailler de vrai. Et donc, vous voyez, dans nos pays, les épidémies, tous les ans, nous les avons. Et donc, les capacités, fort heureusement, sont en train d'être renforcées pour qu'on ait le moins de décès possible. C'est vrai que la santé à elle seule ne peut pas gérer au mieux la réponse aux urgences de santé publique, aux épidémies. Parce qu'on a beau déclarer les soins gratuits, il y a certains aspects où encore les accompagnants doivent débourser. Et là, c'est vraiment toute la population, tous les services publics qui doivent quand même parler d'une seule voix pour répondre à tous les besoins des malades. Et là, vraiment, il y a les leçons que nous avons apprises, par exemple, dans Oti-Sud, montrent, par exemple, que pour l'évacuation des malades d'un centre moins équipé à un centre plus équipé, il y a nécessité qu'il y ait une solidarité pour, par exemple, mettre le carburant dans l'ambulance. Et là, le service de santé a beau être outillé, il faudrait quand même qu'il y ait une préoccupation locale, une préoccupation régionale, une préoccupation de la collectivité, une solidarité pour vraiment aboutir à la solution exemptée pour que les populations se sentent vraiment mieux, soient sauvées des épidémies. Donc, c'est une préoccupation nationale de tous les secteurs. C'est pour ça que la santé est heureuse d'être aux côtés des autres secteurs, parce que c'est ensemble, c'est multisectoriel aujourd'hui la gestion des urgences de santé publique. Voilà. Alors, quand on associe le conflit intercommunautaire aux deux autres aléas, alors qu'on sait que l'ANPC n'est pas une force de sécurité, comment est-ce que cela se justifie, DG? Si vous prenez la composition des clusters au niveau de l'exercice de simulation, nous avons au moins 9 clusters. Nous avons un cluster qui se charge du système d'alerte précoce, le SAP, un cluster exclusivement dédié à la santé, un cluster dédié à l'assainissement de base, un cluster dédié à l'information et à la transmission. Et dans ce cluster, vous allez trouver aussi les militaires. Nous avons un cluster finance, logistique, un cluster des opérations. Et en général, le cluster des opérations, c'est uniquement des militaires, des forces de défense et de sécurité. Donc, qui font partie aussi de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Donc, nous avons le cluster communication qui fait de temps en temps les points de situation pour nous dire l'évolution. Donc, pour revenir à votre question, l'exercice aussi était un exercice civilo-militaire. Nous avons travaillé avec nos collègues militaires tout au long de la chaîne. Le génie militaire nous a beaucoup aidé. La transmission militaire nous a beaucoup aidé. Et même les agents de santé au niveau de
la direction centrale de santé des armées, nous avons travaillé, collaboré ensemble avec eux du début jusqu'à la fin. Parce que quand on prend le conflit communautaire dont vous parlez, pour séparer les gens, c'est les forces de sécurité qui sont là pour nous aider et nous, on n'intervient qu'après pour pouvoir prendre en charge des blessés éventuels. Et pendant ce temps, la Croix-Rouge, elle était toujours là pour ces genres d'événements. Toujours, puisque, comme je l'ai dit, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics sur le domaine humanitaire. Donc, nous accompagnons le gouvernement partout où il y a besoin. Et dans le cas du conflit intercommunautaire, par exemple? Et dans le cas du conflit... Comment vous intervenez? Au niveau des conflits interethniques, nous intervenons en secours et en assistance. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons d'abord le premier secours aux blessés. Et ensuite, nous procédons aux opérations d'évacuation vers les centres appropriés. Alors, d'une manière générale, lorsque survient une catastrophe naturelle, nous sommes très bien outillés à faire l'exercice d'évaluation où nous envoyons nos volontaires sur le terrain pour évaluer les risques, identifier l'effectif des populations affectées, faire l'état des dégâts et catastrophes sur les infrastructures, les maisons. Et ensuite, à l'issue de cette évaluation, nous avons un stock de sécurité que nous avons et que nous déployons pour la réponse. Et si ce stock que nous avons n'est pas suffisant, nous faisons intervenir nos fonds d'urgence, qui sont des fonds que la Fédération internationale des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge a mis à la disposition de la Croix-Rouge togolaise pour intervenir en cas d'urgence. D'accord. Et donc, on a voulu mettre l'image sur tous ces mots que nous venons d'écouter et de suivre ensemble à travers le film de cet exercice Grandeur Nature que nous avions eu à tourner dans le DACPEN. Nous vous proposons de suivre cet élément et juste après, on se retrouve. N'empoche. Tout y allait pour le mieux jusqu'à ce matin de mai où tout a soudain failli basculer. Dans cette partie de la région de la Kara, le désastre naturel a frappé de plein fouet. Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations dévastatrices. Des communautés entières en détresse. Mais au-delà des ravages causés par les eaux tumultueuses, une autre menace guette. Dans l'ombre des inondations, un conflit invisible se prépare. Ceci est un exercice de simulation. La situation s'explose. Vite, les préfets de Dongpen et de la Kéran convoquent une réunion d'urgence de la plateforme préfectorale de réduction des risques de catastrophes. Les clusters sécurité, assistance, santé et communication sont déployés sur le terrain. À leur côté, des partenaires en développement et les autorités locales. On a constaté un débordement de la rivière Kara. Et ce débordement a entraîné des inondations dans le canton de Nampoche et puis de Lota. Et les villages touchés, ce sont les villages de Tougal dans le canton de Nampoche et puis les villages de Nandunja et de Koble dans le canton de Lota. Alors, depuis le matin, on était à pied d'œuvre pour pouvoir secourir les populations qui sont prises au piège de part et d'autre qui n'ont pas de la ville de Kara, qui n'arrivaient pas à franchir. Donc cette opération a été menée à succès. Aussitôt alerté, hier à 20h, nous nous sommes remobilisés. Et déjà à 3h du matin, nous nous sommes portés sur les lieux.
Quand nous sommes portés sur les rapidement, nous avons monté le PC. Nous avons monté les PMA, les postes médicaux avancés. Nous avons monté le poste d'enregistrement et triage. Et nous sommes portés sur la rivière pour commencer la reconnaissance et la recherche des victimes. La situation devient critique dans certaines zones touchées par la catastrophe. À Fayaldo, une pénurie d'eau et l'obstruction de la voie d'accès sont signalées. Les femmes se précipitent vers le point d'eau disponible. Vous avez la pompe de l'autre côté, non? Le chef du cluster Wash a été contacté et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour dégager la voie d'accès. Il nous a été signalé la chute des arbres au niveau de Fayaldo. Donc ces arbres-là obstruent la voie. Donc Fayaldo n'est plus accessible. Ce qui fait que de notre position, nous avons environ 40 km à parcourir pour arriver à Fayaldo. Donc rapidement, nous allons vérifier, poursuivre la vérification du matériel. Pendant ce temps, sur le site de relogement des sinistrés à Tougle, une autre bataille se déroule. Un cas de choléra a été confirmé par le laboratoire de référence du ministère de la Santé. Les équipes médicales redoublent d'efforts pour fournir des soins adéquats, tandis que les sinistrés expriment leur mécontentement face à la pénurie d'eau potable. Nous avons besoin en urgence de l'eau potable. Si vous pouvez nous approvisionner sur le site de Fayaldo. Face à ces situations critiques, une réponse immédiate est mise en place. Les équipes sur le terrain travaillent sans relâche pour répondre aux besoins urgents des sinistrés et garantir leur sécurité et leur bien-être. C'est une course contre la montre, mais leur dévouement et leur coordination exemplaire permettent d'espérer une amélioration de la situation dans les prochains jours. Au milieu du chaos, une tragédie silencieuse se dévoile. Une mineure victime de viol est identifiée par les gestionnaires du camp des déplacés. Une prise en charge médicale, psychologique et sécuritaire est immédiatement mise en place pour la protéger et lui offrir le soutien dont elle a besoin. Mais cette histoire poignante révèle la vulnérabilité des populations affectées par la catastrophe. On a enregistré aussi des cas de noyade, 2 cas de noyade. On a réussi à sauver un, mais l'autre malheureusement est décédé. Ensuite, les sinistrés qu'on a réussi n'est pas fait traverser du village de Tougle et du village de Kobel vers Tougle ont été pris en charge dans un centre, au niveau du PMA où on a trié d'abord, et des cas suspects de maladie ont été évacués vers l'hôpital de proximité Sainte-Brigitte, et d'autres, ceux qui sont sains, ils n'ont rien, ils n'ont aucune maladie, ont été envoyés vers le centre de déplacés de Tougle. Alors que les équipes médicales luttent contre le choléra et le viol, une nouvelle menace émerge des ténèbres, le virus Lassa. Les équipes de prévention se mobilisent pour informer les populations sur les mesures à prendre et éviter une propagation incontrôlée. Cellule transmission. Notre mission ici, c'est d'établir et de conserver en permanence les liaisons entre les différents clusters prenant part aux activités qui, de par leur éloignement, ne peuvent se parler directement. Donc, pour ce faire, les forces armées togolaises, en soutien à l'agence ou bien à l'exercice, ont mis à notre disposition un certain nombre de matériels, dont 6 HF pour les longues portées, qui nous ont permis d'établir les liaisons de notre position d'ici Kara, d'ici Lomé, et nous avons utilisé les manpacks HF avec lesquels nous avons pu établir des liaisons entre notre position là et Tougle et Konol.
on en était là. Qu'au soudain, éclate le conflit entre deux communautés de la préfecture. Prenez en compte les manifestants dispersés. Sur place, les forces de sécurité jouent un rôle crucial en s'interposant entre les communautés pour rétablir l'ordre et prévenir de nouveaux affrontements. Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour évacuer les cas graves et les prendre en charge. Je reprends le message tout entier. Suite à l'affrontement entre les communautés Lamba et Konkomba à Konol, la police judiciaire a constaté et de nombreux 6 blessés, dont 3 cas graves. Escoret 1042 euros. Plus rien pour vous, MCI. Les services d'action sociale prennent en charge la dimension psychologique des individus affectés, tandis que les services de santé continuent d'assurer les soins médicaux aux blessés. Parmi nous, il y a les chirurgiens, il y a les médecins généralistes, il y a tous les personnels médicaux pour prendre en charge les blessés, les urgences. Donc, très vite, nous avons installé le matériel pour la prise en charge de ces patients et nous avons mis en place le poste de triage où on doit trier les patients selon les symptômes, selon les trucs qu'ils présentaient. Du coup, il y avait la zone verte, la zone rouge, la zone jaune et le vert. Le rouge. Et du coup, nous avons eu 6 blessés. 6 blessés parmi 5, un cas d'éviscération qui a été pris en charge rapidement et évacué, puisque c'était le plus urgent. Et nous avons eu d'autres cas de fractures au bras, à la jambe et des cas de brûlure qui ont été pris en charge aussi. Donc à peu près, nous avons eu 6 blessés et le patient évacué est parti. Les 5 autres ont été stabilisés en attendant d'être évacués. On n'a pas déploré de décès. Ma préoccupation, elle est la suivante. Quelle est l'évolution maintenant de la situation conflictuelle sur le terrain? Est-ce que le calme est totalement revenu, étant donné qu'on est en train de sortir de ce conflit? Est-ce qu'il y a d'autres dispositions que vous avez prises sur le terrain pour éviter que la situation ne revienne? L'autre chose, je voudrais m'adresser aux médecins. Le cas de l'urgence absolue qui a été prise en charge et évacuée, quel est son pronostic vital? Alors, pour la petite histoire, c'est les communautés Konkomba et Lamba qui sont à cheval entre la préfecture d'Ankwén et de la Kéran, qui pour un litige foncier, voilà, se sont affrontés. Et quand il y a eu un début d'affrontement, monsieur le maire est venu. Monsieur le maire a tenté de parler à sa population. Et quand ça n'allait pas, monsieur le maire a saisi les forces de sécurité qui sont venus pour régler l'ordre. Et il se fait qu'il y a eu 6 blessés. Et rapidement, les forces de secours, la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers sont rentrés en jeu. Ils les ont secourus pour les amener au centre de tri où les services de santé également ont procédé à leur travail et les ont évacués à l'USP Nampoche. Généralement, dans le feu de l'action, quand les manifestants voient les forces de l'ordre, il y a un sentiment d'excitation. Mais la mission première des forces de sécurité, c'est qu'ils étaient venus pour une interposition et non pour charger. C'était pour pouvoir séparer les deux camps. Donc, ils ont dans le premier temps tenté de les séparer. Maintenant, pour pouvoir les éloigner, étant donné que la manière douce n'allait pas, voilà, ils ont tenté de pouvoir
utiliser les moyens conventionnels pour pouvoir les éloigner afin de pouvoir mieux leur parler. Donc rassurez-vous, il n'y avait pas de mal en ça. Pendant plusieurs jours, une mobilisation intense a été mise en place avec une large participation des acteurs locaux. Des émissions radiophoniques, des visites de porte-à-porte et une implication active des communautés ont été les principaux axes de cette sensibilisation. Chaque acteur a joué son rôle dans ce processus pour une réponse efficace. Les opérations sur le terrain étaient supervisées et relayées au poste de commandement. Cet exercice porte le nom Tilbikir, ce qui signifie prévention des catastrophes. Les différentes menaces telles que les inondations, les conflits intercommunautaires et les épidémies ont été mises en avant pour sensibiliser la population. Tilbikir 2023 a essentiellement pour objectif, s'agissant des acteurs, de renforcer leurs capacités parce que tu peux apprendre quelque chose de façon théorique, mais la pratique en est tout autre. Tu peux aussi pratiquer, mais si tu ne le fais pas souvent, si la situation se produit, tu risques de perdre les réflexes. Ici, il est question de permettre aux acteurs d'être dans des situations plus ou moins réelles afin de pouvoir développer des réflexes pour que s'il y a des situations d'urgence, ils puissent répondre facilement, venir rapidement au secours des populations. S'agissant du côté des populations, étant donné que les populations même sont impliquées, vous venez de voir les deux maires, les maires d'Ankpen 1 et d'Ankpen 2 étaient impliqués. Et ces maires-là, nous savons que les maires sont récemment élus. Ces maires-là, c'était une occasion pour eux, ils l'ont témoigné, de pouvoir jouer ce rôle de médiateur, de conciliateur entre ces communautés. Donc les communautés ont été parallèlement sensibilisées sur la cohésion, le vivre ensemble et surtout attirer leur attention par rapport aux risques djihadistes auxquels nous sommes exposés pour leur dire que s'ils ouvrent le brèche des conflits intercommunautaires, ce qu'on ne souhaite pas peut arriver ici. L'exercice Tilbikir 2023 a également été l'occasion d'offrir des opérations chirurgicales gratuites assurées par l'ONG M-Afrique ainsi que des consultations itinérantes et des séances de sensibilisation sur les maladies non transmissibles dirigées par les agents du ministère de la Santé. Cette mission médico-chirurgicale fait suite à une collaboration entre M-Afrique et l'Agence nationale de la protection civile. Comme objectif de départ, nous avons prévu opérer 120 à 130 patients. Mais à ce jour, nous sommes déjà à plus de 180 patients opérés et il nous reste encore 2 jours d'activité. Après 4 jours de mobilisation intense, les acteurs de cet exercice ont reçu la visite du ministre de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que des partenaires au développement. Ils ont pu évaluer le fonctionnement des différents clusters mis en place. Ici, de l'ouvrir le chronogramme que nous avons établi pour tous les 8 jours, 9 jours de manœuvre. La première journée... Les interventions ont permis de toucher 3211 femmes, 2904 hommes et 5003 enfants. Au vu de la situation sécuritaire dégradante dans la partie septentrionale de notre pays et pour éviter toute infiltration et incursion des groupes armés terroristes, nous avons érigé 3 checkpoints en complément aux 2 existants sur tous les voies d'accès. Nous effectuons également des patrouilles de jour comme de nuit, en tenue comme en civil, dans toute la zone de manœuvre et nous assurons la sécurité de la manœuvre de tous les autres clusters auprès de qui nous sommes engagés. Nous avons fait en tout 5 émissions radio pour sensibiliser les populations sur les aléas, inondations, épidémies et conflits intercommunautaires. Nous avons fait 2 émissions sur la voie de la Kéron, 2 sur la voie de l'Appel et 1 sur la voie de... 1 sur la Radio Cara. Et je rappelle que toutes ces émissions ont été faites en langue nationale, c'est-à-dire en langue officielle du français. Et ça a été également relayé dans les langues locales, là-bas et là. C'est la sécurité, la paix au niveau de nos populations. Ils savent ou ils apprennent ce qui se passe ailleurs
on dit souvent, lorsqu'il y a un peu de trouble, les gens profitent. Si entre eux, ils ne s'entendent pas, lorsque l'ennemi va venir de l'extérieur, il va pouvoir abriter dans une communauté contre l'autre. Or, l'ennemi n'a pas de famille, il n'a pas de communauté. Même s'il vient momentanément, provisoirement dans telle communauté, avec le temps, il va se retrouver contre cette communauté. Plus ils vivent en symbiose, plus ils se comprennent, ils vivent dans une parfaite harmonie. L'ennemi ne peut pas venir rester. Donc nous les encourageons à vivre en parfaite harmonie. Cet exercice constitue le 3e du genre organisé par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec le soutien technique et financier des partenaires au développement. Permettez-moi de vous adresser nos vives félicitations pour votre leadership qui a permis de conduire avec succès cet exercice grandeur nature et exprimer notre gratitude au gouvernement togolais qui ne ménage aucun effort pour garantir la sécurité et le bien-être des populations togolaises. We have a 9-year relationship. L'équipe date de 9 ans déjà avec l'État togolais. Et dans cette relation, nous travaillons principalement avec l'Agence nationale de la protection civile. Et la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est bien sûr travailler avec eux dans le cadre de cet exercice de 2023. Mais non seulement nous engager dans cet exercice avec eux, mais aussi apprendre de chez nous, au Dakota du Nord, nous sommes dans la réponse face aux désastres. Et les désastres sont subdivisés sur 3 points. D'abord, on a les feux de brousse, on a les vents violents et nous répondons aussi des personnes qui sont déplacées internement suite aux catastrophes naturelles. Donc avec l'ANPC, nous sommes avec eux dans le cadre de cet exercice pour voir leur façon de gérer les désastres et aussi apprendre d'eux. Non seulement apprendre d'eux, mais aussi arriver à faire une synthèse de ce que nous apprenons d'eux ici et aussi en partager avec nos partenaires à l'étranger et aussi dans la gestion de nos catastrophes quand nous serons chez nous. Tilbikir démontre donc de l'importance de la prévention des catastrophes et de la sensibilisation des communautés. Oui, effectivement, l'Agence nationale de la protection civile a fait d'énormes progrès, des bons progrès d'ailleurs, au fil des années. Effectivement, quand ça a démarré, on s'est senti, en tant qu'acteur de la société civile, bien entendu, on s'est senti peu associé. On a senti peu de moyens du côté de l'ANPC. On a également senti que la réactivité était plutôt faible. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'avec toutes ces agences, avec ces moyens humains, techniques, financiers, de plus en plus disponibles, mais également avec cette volonté manifeste d'associer l'ensemble des acteurs, que ce soit de la société civile, les agences intergouvernementales, mais également les forces de l'ordre, je crois que c'est assez formidable de voir. Je ne sais pas encore dans quel cadre on va voir cette bonne harmonie entre forces de l'ordre, acteurs de la société civile, population locale et organisations internationales. J'aurais aimé voir ça dans d'autres secteurs, mais en tout cas, félicitations au ministère de la Sécurité pour avoir très bien démontré qu'il est possible que différentes agences, différents secteurs, bref, tous les citoyens peuvent se mettre ensemble pour travailler. Nous ne voulons pas de catastrophe, mais au cas où ça frappait, en tout cas, dites aux catastrophes que le Togo est prêt. Cet exercice est venu à point nommé, puisque notre préfecture, vous m'excusez, est un peu réputée dans les conflits intercommunautaires et surtout liés aux problèmes fonciers. Et ça a permis quand même que chacun voit que ce conflit ou les conflits peuvent apporter ce qui n'est pas bien pour la cohésion nationale, la cohésion sociale. Et chacun a tiré une leçon, puisque de par le lieu de conflit jusqu'au lieu de regroupement, chacun a vu les difficultés et chacun aimerait être chez soi tranquille que d'être sur un site de regroupement parce qu'il y a eu un conflit. Je pense que chacun a tiré des leçons pour l'avenir. L'importance de la simulation répond à l'objectif 4 du cadre de Sendai qui stipule qu'il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut faire des exercices de simulation pour renforcer les capacités des personnels
de toutes les structures, renforcement des capacités et mettre une synergie entre les intervenants en cas de la survenue d'une situation d'urgence. Grâce à la mobilisation des acteurs locaux et aux partenaires solides, des actions concrètes ont été menées pour prévenir les risques et assurer une réponse efficace en cas de situation d'urgence. Cet exercice s'inscrit en droite ligne de la feuille de route gouvernementale et répond à la priorité 4 du cadre d'action de Sendai, améliorer la préparation pour une intervention efficace afin de faire du Togo un pays résilient, émergent et préparé à affronter les éventuelles catastrophes qui pourront survenir. Cet exercice était un succès. Ça a été joué de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et les partenaires qui étaient là ont apprécié. Aujourd'hui, chacun sait, en cas de crise, qu'est-ce qu'il doit faire. Et ne pas perdre du temps, surtout ça. Le fait de vivre ensemble, le fait de tisser une certaine solidarité entre nous, on peut faire face à la catastrophe en attendant l'intervention extérieure. Nous avons la chance. Certains ont beaucoup travaillé et nous vivons en paix. Il faut continuer par cultiver cette vertu qui est la paix, qui est la stabilité. On entend, on voit ce qui se passe ailleurs. Ce ne sont pas des choses à souhaiter. On a eu à mobiliser plus de 500 personnes là-bas. Il y a des gens qui relèvent des différentes structures. Il y a des gens qui sont venus spontanément pour accompagner. Je tiens à les féliciter, à les remercier pour leur disponibilité, pour leur dire que l'exercice doit servir à améliorer. Nous avons eu à gérer cet exercice qui s'est très bien passé, mais on ne doit pas, comme on le dit, dormir sous nos lauriers. Il faut continuer par travailler. Non seulement féliciter les différents acteurs, c'est le lieu aussi de dire un sincère merci et exprimer notre gratitude à nos partenaires techniques et financiers. Encore une fois, merci. Eh bien, nous voici de retour sur ce plateau après 26 minutes de voyage dans les coins et recoins de Dankpen avec cet exercice de simulation grandeur nature. Et je reviens à vous, DG colonel Bakayoma, directeur général de l'NPC. Le ministre l'a dit tout à l'heure, l'important, c'est que chacun sait ce qu'il doit faire maintenant et ne surtout pas perdre du temps. C'est de ça qu'il était vraiment question. Oui, c'est de ça qu'il était question parce que le renforcement des capacités est très, très important au niveau de l'Agence nationale de la protection civile où nous sommes disséminés sur toute l'étendue du territoire. Et à chaque coin, il fallait vraiment travailler avec les antennes. Nous avons aujourd'hui 8 antennes sur toute l'étendue du territoire. On a mis les antennes en fonction de la vulnérabilité de nos préfectures. Et aujourd'hui, avec 2 directions régionales et la direction générale. Donc, vraiment, il fallait un exercice. Je l'ai dit dans l'intervention, c'est le 4e pilier du cadre de Sendai, le cadre de Yogo qui est devenu cadre de Sendai 2015-2030, où on nous recommande de faire des exercices de simulation pour mettre tout le monde ensemble. Parce que la gestion des catastrophes, une seule structure ne peut pas prendre la responsabilité de gérer une catastrophe. On le fait et chaque cluster a ses spécialités. Chaque cluster travaille dans son domaine. Quand il s'agit de la santé, le lead est confié au ministère de la Santé
Et quand il s'agit des problèmes de sécurité, le lead aussi est confié au ministère en charge de la sécurité. Donc voilà, en gros, l'objectif principal, c'était vraiment renforcement des capacités du personnel, la cohésion entre la communauté et les forces de sécurité, et encore une fois, la synergie d'action entre toutes les structures. Oui, on va dire que notre machine est huilée à travers cet exercice, la machine de la protection que vous avez mis sur pied. C'est huilé. La machine est très huilée, mais le ministre l'a bien souligné, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers que la machine est huilée, parce que la catastrophe, telle que sa définition le dit, c'est un événement qui survient au cas où on n'entend pas, et qui vient changer, bouleverser la vie d'une communauté. Donc on se prépare à tout moment et on continue toujours au niveau de l'agence de faire en sorte qu'on ne soit pas surpris en cas de situation d'urgence. Docteur Tossa, vous sortez de cet exercice beaucoup plus, on va dire, aguerri pour affronter n'importe quelle urgence maintenant. Évidemment. C'est vrai que, comme on l'a dit, le temps joue toujours contre les acteurs de gestion des urgences. En moins de 5 minutes, un individu est décédé. En situation d'urgence, la plus grande partie des décès, c'est dans les 72 heures. Après, vous avez beau vous agiter, l'aide est venue internationalement, les gens sont déjà décédés. C'est pour ça que nous devons vraiment mettre l'accent sur la préparation, sur nos procédures, sur le prépositionnement des moyens, sur la formation des individus, pour que la réaction soit prompte pour éviter le maximum de décès. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes allés voir les limites de nos capacités en matière de célérité. Et j'ai parlé de l'équipe Surge. Les équipes Surge, c'est des équipes d'experts qui sont outillées pour intervenir dans les 48 heures au maximum quand survient un événement. Et je pense que c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour que vraiment on puisse renforcer la sécurité sanitaire dans ce pays avec l'appui des autorités. Alors, qu'est-ce que la Croix-Rouge a pu tirer comme leçon de cet exercice auquel vous avez participé? Voilà, la Croix-Rouge est sortie encore plus forte et grandie à l'issue de cette opération. Et en cela, nous voulons encore une fois féliciter le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dire bravo à l'ANPC pour la qualité de la coordination des opérations sur le terrain. Et nous, en tant que Croix-Rouge, parce que nous protégeons la vie, parce que nous protégeons la santé des populations, parce que pour nous, la personne humaine est la plus précieuse des richesses, nous serons toujours présentes aux côtés des pouvoirs publics, présentes aux côtés de l'ANPC pour mener ce genre d'activité au grand bonheur des couches les plus vulnérables. Et la grande leçon qui se dessine, c'est qu'ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous sommes forts. Seuls, on ne peut pas évoluer. On doit être ensemble pour pouvoir être efficace sur le terrain. Et la Croix-Rouge, nous l'avons dit, cette année, le thème de la journée mondiale de la Croix-Rouge, nous l'avons dit, nous faisons tout avec le cœur. Oui, à votre avis, qu'est-ce que la population, du moins les populations qui ont accueilli cet événement, qu'est-ce que l'exercice leur aura laissé? Non, les populations ont beaucoup apprécié cette initiative parce que ça leur a permis, elles aussi, d'avoir des informations. Au cas où ces catastrophes, ce genre de catastrophes survenaient, ils savent désormais c'est le rôle qu'ils doivent jouer. Ils savent désormais qu'ils doivent respecter les consignes sécuritaires. Et donc, ils savent que ces opérations ont été menées dans le seul but de les protéger, dans le seul but de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le seul but d'anticiper sur ces catastrophes
qui pourront arriver. Donc, elles ont apprécié, en tout cas, les retours que nous avons et par le biais de nos volontaires qui sont sur le terrain, les populations ont vraiment apprécié cette initiative. Et je voudrais ajouter que nous souhaitons que des moyens additionnels soient mis à la disposition de l'ANPC pour qu'elle puisse multiplier ce genre d'initiatives qui nous permet de renforcer encore nos capacités opérationnelles. D'accord, merci. Le message est passé sûrement. Mais docteur Kodom, dresser le bilan de cet exercice ne veut pas seulement dire de regarder du bon côté de la chose. Est-ce qu'il n'y a pas eu de lacune quelque part lors du déroulement de cet exercice et qu'il faut justement corriger? Bon, vous savez, l'objectif même de cet exercice, c'est de se retrouver dans une situation réelle. Le docteur Tossa l'a dit, on peut beau rédiger de bons projets dans un bureau, mais l'opérationnalisation, la mise en œuvre sur le terrain, on rencontre toujours des difficultés. Et vous avez bien fait de poser la question. Nous, au niveau de M-Afrique, vous savez, le médecin au bloc, le médecin en situation de soins est très concentré et nous n'avons pas trop vécu les coulisses de cette mission. On était beaucoup plus dans nos blocs mobiles, en train de prendre en charge les patients, et ce qui a très bien marché chez nous. Seulement quelques petites difficultés au niveau de la restauration, l'effectif qui n'était pas pris en compte parce que justement, on partait au départ avec un effectif de 30 personnes mobilisées. Mais vous l'avez vu dans le documentaire, l'objectif c'était d'opérer 120 personnes. On a opéré 201 personnes. Donc, à un moment donné, il fallait faire face aussi à ce besoin criard qui était sur le terrain d'avoir plus de médicaments pour pouvoir répondre aussi à ces besoins qu'on a constatés. Donc, c'est toujours... C'était ça aussi l'esprit de l'exercice. L'esprit de l'exercice, partir avec 120 comme objectif. On a opéré finalement 201 personnes et ça, il faut vraiment adapter, s'adapter aux situations réelles. C'était l'urgence auquel il fallait répondre aussi. Exactement. Donc voilà, on tirera les leçons la prochaine fois. Même si on part avec les partenaires sur un effectif de 100, 120 ou 200, il faut au final s'attendre à un nombre plus élevé parce que ce que nous avons vu sur le terrain, le besoin est là. Les populations ont répondu favorablement. Nous, on était aussi aguerris pour pouvoir leur apporter une réponse. Je pense qu'au final, nous sommes satisfaits et c'est l'occasion vraiment de remercier l'ANPC. Nous avons engagé un partenariat, nous avons signé en avril 2023. On espère que nous serons vraiment outillés pour pouvoir mettre nos contributions au service des populations pour pouvoir leur apporter des solutions, des réponses significatives à leurs besoins de santé par le truchement du ministère de la Santé qui nous a beaucoup appuyé aussi en termes de conseils, en termes de management pour que nous puissions avoir des résultats que nous avons eus au cours de cet exercice. D'accord. Nous allons revenir pour le mot de la fin, mais en attendant, DG, est-ce que vous n'avez pas sur le terrain des difficultés quelque part et qu'il faut aujourd'hui mettre peut-être l'accent sur ça et éventuellement se préparer au cas où il y a une situation d'urgence? Les difficultés, ça ne manque pas. Les difficultés, ça ne manque pas. Au niveau des moyens logistiques, il y a toujours des problèmes de coordination au niveau logistique. Mais je vous avoue que nous avions pris le problème à bras le corps et toutes les structures qui devraient intervenir ont répondu présent, du génie militaire en passant par le service de santé des armées, le ministère de la Santé, M-Afrique. Il faut revenir peut-être sur le fait que quand nous avions fait la planification, nous étions confrontés à un problème où il n'y avait pas de plateau technique dans la région. Il fallait faire tout pour pouvoir installer un plateau technique avant de permettre aux techniciens de travailler. Et c'était vraiment un défi qu'il fallait relevé et je puis le dire aujourd'hui avec les instructions du général ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous avons pu acquérir des moyens que
ces moyens, finalement, sont restés. C'est un acquis. Sont restés pour le centre de santé. Pour le centre de santé. Et aujourd'hui, dans la préfecture de Dankwen, on peut se réjouir d'avoir installé un plateau technique pour pouvoir aider les populations à se soigner. Et pendant que vous avez la parole, il y a un téléspectateur qui envoie un message. Pourquoi avoir choisi la préfecture de Dankwen et non la préfecture de Bamounou? Peut-être qu'ils ne suivaient pas. Nous avions déjà fait un exercice dans la préfecture de Bamounou. Et on ne choisit pas les préfectures au hasard. Nous avons ce qu'on appelle les cartes de vulnérabilité. Au niveau de l'agence, nous établissons des cartes de vulnérabilité de tout le pays. Et on intervient sur les aléas qui sont récurrents dans ces zones. Et le préfet de Dankwen, le colonel l'a dit, Dankwen, vous avez toujours les conflits intercommunautaires, les épidémies et les inondations avec le fleuve Kara. Donc ce n'est pas par hasard qu'on a choisi la préfecture de Dankwen. Dernière question, je vous la pose rapidement puisqu'on tire vers la fin de l'émission. Qui peut saisir la NPC? Un citoyen lambda peut la saisir en cas de sinistre et comment? La NPC peut être saisie par n'importe qui. Il n'y a pas de restrictions. Nous sommes dans le processus de la mise en place d'un centre national des opérations d'urgence où nous aurons un numéro vert. Mais pour le moment, nous avons un numéro WhatsApp, le 91 11 24 24, qui est dans notre salle de veille, la salle de veille des opérations. Si jamais il y a un citoyen qui a un problème et qui appelle sur ce numéro, on va intervenir. Pendant que vous avez la parole, votre mot de la fin. Le mot de la fin, on peut dire aujourd'hui que nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits de cet exercice, à la sortie de cet exercice. Et c'est le fruit de l'engagement ferme des plus hautes autorités. Je profite de cette audience-là pour rendre un hommage très mérité au chef de l'État qui, quotidiennement, suit les activités de l'agence et au ministre de la Sécurité. Et je ne pourrais pas oublier le chef du gouvernement qui, à l'orée de toutes les saisons, nous regroupe à la primature pour pouvoir préparer le plan de préparation de réponse en cas d'inondation. Donc, tous nos remerciements à toutes ces autorités, à tous les ministères impliqués dans la gestion des situations d'urgence. Et nous pensons aussi à nos partenaires, tous les systèmes des Nations Unies, la Banque mondiale, la BOAD, et donc notre ami de tous les jours, M-Afrique. Et je pense que je ne passerai pas sous silence les responsables, les points focaux installés dans tous les ministères qui interviennent sur la thématique de gestion des catastrophes et surtout le personnel de l'agence aussi qui est très dévoué à ce travail. Alors, docteur, rapidement, votre mot de la fin, à quelques secondes, on va... Merci au ministère, aux différents ministères, santé, sécurité, au DG ici présent, et puis à l'hôpital Regina de Nampo qui a servi donc de structure d'accueil des soins médico-chirurgicaux. Bon, nous avons encore beaucoup pas dit, mais malheureusement, le temps est contre nous. Et donc là, si se referme cette édition, nous vous remercions, vous qui nous avez choisis. On se retrouve le dernier jeudi du mois prochain pour autre sujet. On reviendra sur d'autres aspects peut-être de ce numéro. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.